Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Aujourd'hui, je vous souhaite le bienvenu dans cette deuxième interview qu'on fait sur la chaîne. Et notre invité, c'est Viken Choboyan. Salut Viken. Salut Pavel, bonjour à tous. Donc, Viken, trader pour compte propre depuis 2006 et j'ai décidé de l'inviter pour plusieurs raisons. La première raison, parce que je trouve que sa stratégie, il a fait ses preuves sur la durée. Donc, la stratégie de Viken et son projet qui s'appelle Quanti Trading affiche une performance moyenne de 26% par an. Et surtout, ce qui m'attire dans son approche, c'est que les drawdowns maximales étaient très, très, très faibles. Donc, cela veut dire, drawdown maximal, c'est la perte maximale sur une période. Et donc, cela veut dire, ça confirme la qualité de gestion de portefeuille de Weekend. Moi, je trouve que sa stratégie, surtout, elle est adaptée à pas mal de personnes, pas mal d'abonnés Mind de Cash, et qui peut être intéressante pour vous et pour que vous vous intéressiez ou également au projet Quanti Trading de Weekend. Donc, Weekend, je te laisse te présenter au début de cette vidéo et présenter effectivement ton projet, ta stratégie et quelles sont tes approches. Donc, merci pour l'invitation sur ta chaîne. Je suis ravi. Donc voilà, je me présente rapidement. Comme tu l'as dit, moi je suis trader pour compte propre. Donc c'est un grand mot qui veut dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Et effectivement, je fais ça depuis 2006. Et moi, alors il y a plein d'approches. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Il y a plein d'approches, plein de méthodes d'investir qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, hein, si on a les bonnes méthodes. Moi, j'ai choisi de faire du swing trading sur les actions américaines. Parce que je pense que voilà, toutes les approches peuvent être bonnes, mais il faut choisir une approche qui correspond à notre personnalité et à la façon dont on voit les choses. Si on veut pas rester devant ces journées, enfin, toute la journée devant l'écran, par exemple, il ne faut pas faire de scalping ou du day trading, par exemple. Donc, ça veut dire que tu investis uniquement sur le marché américain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le marché américain ou pas les autres marchés, notamment le marché européen ou bien les marchés émergents, pourquoi pas, pour la diversification? Alors moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fin d'adolescence ou vers les 18 ans, je regardais un peu les marchés à l'époque et je voyais que, d'ailleurs ça s'est vérifié en 2020, je voyais que les marchés américains étaient quasiment systématiquement plus rentables que les marchés français. Mais par contre, en cas de crise, les deux perdaient autant. On l'a vu par exemple en 2020, hein. Sur l'année 2020, par exemple, le S&P 500 a gagné environ 16%, alors que le CAC 40 a perdu 7%. Donc plus 16 pour le S&P, moins 7 pour le CAC 40. Mais pourtant, quand il y a eu la chute en février-mars, les deux ont plongé d'autant. Du coup, à la limite, si le CAC 40 gagnait moins, mais qu'il était moins risqué, je dirais pourquoi pas. Mais là, je vois qu'on a le même risque alors qu'on gagne moins. Du coup, voilà, je me suis dit, le temps que je passe tous les mois à faire mon analyse des marchés financiers, autant le faire sur le marché qui sera, en tout cas selon moi, le plus rentable. D'accord, ok, donc j'ai compris. Donc c'est surtout la rentabilité que tu recherches sur le marché américain. Donc en fait, c'est un peu aussi mon approche parce qu'il y en a beaucoup de mes abonnés, surtout au début, qui m'ont posé des questions pourquoi j'ai investi uniquement sur le marché américain. Et j'ai ouvert plusieurs rubriques, en fait, notamment pour l'investissement dans les sociétés qui sont éligibles au PEA. Parce qu'en France, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont leur PEA et que PEA. Et donc, du coup, malheureusement, certaines actions américaines qui sont très, très rentables n'y sont pas accessibles. Ok, donc Viken, je vais peut-être te laisser présenter tes performances déjà pour justement pour prouver que ta stratégie est très fiable dans la durée. Donc, comme tu l'as dit, c'est depuis 2006, tu affiches la performance en moyenne de 26%. Et ce qui pour moi était très important dans cette période, c'est qu'elle couvre aussi une période d'une grande crise, la crise des subprimes. Et, les performances de mon portefeuille, donc depuis que je l'ai créé en 2006, donc c'est la colonne portefeuille quanti trading, donc qui représente les performances de mon portefeuille. À droite, j'ai mis la colonne avec les performances du S&P 500 pour comparer les deux. Et ensuite, on a la colonne écart qui compare mon portefeuille avec le S&P 500. Effectivement, j'ai eu une année négative, hein, c'était l'année 2008, la crise des subprimes. Alors, moi, je préfère être honnête. La performance, là, elle est actuellement de 26% en moyenne depuis 2006, mais c'est à l'année 2020 qui a été vraiment exceptionnelle. On a fait, par exemple, un Ah très ouais. bon choix, dont l'action Nvidia, par exemple. Nvidia que je n'ai pas réussi d'acheter au bon moment. Félicitations. Merci. Alors, vous savez que l'action Nvidia, je l'ai depuis plus d'un an dans le portefeuille Ouais. et je l'ai même renforcé 3 fois quand on a suivi le mouvement. Et Nvidia, l'action a doublé de valeur en un an environ. C'est entre autres grâce à ça qu'on a une excellente performance en 2020. Mais on va dire
l'année 2020 est exceptionnelle dans le sens littéral, c'est-à-dire que c'est pas la norme. Mais si on enlève l'année 2020, la performance de portefeuille, elle tourne en moyenne à 22% par an. Voilà Mais d'ailleurs, ce qui est rigolo, tu sais, c'est que tu es quasiment pile poil sur la performance moyenne de Warren Buffett, je crois. Ouais. Je pense que Après, c'est pas la plus mauvaise référence. c'est vrai. Je pense Après, que lui, tu vas continuer comme ça encore pendant quelques années pour arriver au bout. j'espère. Après, moi, je pense qu'il faut rester très, très humble. Lui, il a euh, sa grande force, c'est d'avoir réussi à faire ça pendant des dizaines et des dizaines et Ouais, des dizaines d'années, hein. Moi, c'est ça. je reste humble. Moi, ça fait qu'une quinzaine d'années. En Mais fait, bon, je suis assez content. pour les tout débutants, en fait, je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est que la gestion des risques, c'est vraiment la chose principale. C'est ça qui distingue les traders qui réussissent et les traders qui brûlent le cash. Donc vraiment, donc si vous allez regarder, en fait, il y a un excellent livre de Jack Schwager, en fait, qui fait des interviews avec des gérants de hedge funds que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Et vous allez vite remarquer que quasiment tous les grands gérants d'hedge funds, qu'ils ont vraiment réussi, et surtout les réussi sur la durée, pas juste un coup exceptionnel, ce sont premièrement, avant tout, les grands risk managers. Ça, c'est super important. Et pour compléter ce que tu viens de dire, je voulais aussi vous mettre en garde sur un facteur. Des fois, vous voyez par exemple des services qui vendent des signaux de trading, par exemple, qui mettent en avant leur taux de réussite et vous disent, voilà, nous, on a 80% de taux de réussite ou 90%. Donc, bah, on va dire que ce qu'ils disent, c'est vrai, on va partir du principe qu'ils ne mentent pas. Mais même s'ils ont 80 ou 90% de réussite, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent de l'argent. Parce que imaginons que, disons, on va dire qu'ils ont 80% de réussite, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, sur 8 trades sur 10, ils gagnent. Mais si à chaque fois qu'ils gagnent 1, mais les 2 trades sur 10 où ils perdent 20, et ben là, vous voyez bien que vous allez perdre de l'argent, vous allez avoir un drawdown vraiment très, très important. Donc voilà, c'est petite remarque, mais ne regardez pas que le taux de réussite, regardez combien au final ils gagnent, quoi, l'espérance mathématique plutôt. Ouais, ben, le but, c'est gagner de l'argent, ne pas avoir raison, quoi. Parce on peut avoir tort beaucoup de fois, mais si une fois vous avez raison, et ça fait tout le PNL, donc c'est ça le but. Le but, c'est gagner de l'argent. Donc, avant de te poser la question, du coup, comment tu arrives à avoir ces excellentes performances et surtout passer les crises sans des gros dégâts, j'aimerais bien que tu nous expliques surtout quelle est ta façon de gérer le portefeuille. Tu m'avais dit que tu ne fais pas du court terme, c'est ça? Donc, tu es plutôt swing trading. J'aimerais bien juste savoir combien de temps en moyenne tu gardes une position dans ton portefeuille. En moyenne, les positions, je les garde 1 an en moyenne. Alors des fois, c'est un peu moins, un peu plus. Des fois, c'est par exemple 8-10 mois. Des fois, c'est 1 an et demi. Mais la moyenne, c'est 1 an. Et mon portefeuille, je le modifie qu'une fois par mois. Le premier jour de bourse de chaque mois, je modifie le portefeuille. Et ensuite, j'y touche plus jusqu'au mois suivant. D'accord, ça marche. Et quels sont les principaux critères de la sélection d'actions que tu utilises en fait? Est-ce que tu utilises l'analyse fondamentale? Si tu utilises l'analyse fondamentale, quels sont les critères de valorisation des entreprises, du potentiel surtout? Parce que si tu as investi dans l'action Nvidia, donc certainement tu ne regardais pas uniquement la valorisation et on va dire la valeur comptable de la boîte, mais surtout tu as valorisé son potentiel de hausse d'une telle ou telle manière. Donc, quels sont tes ratios préférés? Et pour quel type d'entreprise. Et puis aussi, est-ce que tu utilises l'analyse technique? Je voulais avoir aussi ton avis en général sur l'analyse technique. Alors non, j'utilise pas l'analyse technique. Moi, je regarde que l'analyse fondamentale. Et l'analyse technique, ça marche aussi très bien, hein. Simplement, voilà, il faut choisir une approche et se spécialiser là-dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui font les deux d'ailleurs, hein, qui font par exemple de l'analyse fondamentale et en plus, ils vont compléter leur point d'entrée en regardant l'analyse technique, par exemple. Ça marche aussi très très bien. Moi, je fais pas ça, je fais que de l'analyse fondamentale. Et donc, je ne peux pas tout dévoiler, bien sûr, mais je peux vous donner quand même quelques techniques, entre guillemets, que j'utilise pour choisir mes actions. Alors, moi, déjà, je me limite. Donc, moi, comme on l'a dit, j'investis que sur les marchés américains parce que, voilà, c'est les marchés, c'est plus rentable que les marchés européens, par exemple. Et comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai souvent des questions sur le PEA parce que les Français, c'est vrai qu'ils ont une peur des impôts. Ils veulent absolument pas payer d'impôts. Mais comme je disais, c'est comme pour les taux de rentabilité des signaux. C'est pareil. En fait, il ne faut pas regarder combien vous allez payer en pourcentage d'impôts. Il faut regarder après impôt combien il vous reste. Et moi, je sais que, par exemple, avec une stratégie comme la mienne, même après impôt, en investissant aux États-Unis sur un compte titre ordinaire, je sais que je vais gagner plus que si je faisais la même technique, mais sur les marchés français, où je paierais un peu moins d'impôts.
Je me pose aussi souvent la question, mais je dis toujours qu'il vaut mieux d'avoir les deux, en fait, le PEA, le compte titre ordinaire, parce que dans ce cas-là, ça vous permettrait de bénéficier à la fois et des avantages fiscaux et des potentiels, en fait, des sociétés beaucoup plus rentables, généralement aux États-Unis. Donc, je pense que c'est Exactement. vraiment le setup, en fait, pour l'investissement le plus adapté. Bah oui, tout à fait. Si tu veux investir sur les actions françaises, là, il faut le faire dans le PEA. Tout Ouais, à fait. tout à fait. Mais après, alors, Et ouais. tu investis uniquement dans les actions en direct ou tu passes parfois par les ETF ou éventuellement d'autres fonds? Je ne pense pas que tu utilises d'autres fonds, mais c'est surtout par rapport aux ETF, j'ai une question. Non, non, alors les actions, j'ai investi dans les actions en direct. Après, si tu veux en parler tout à l'heure, j'ai investi aussi dans les obligations d'État américaines. Là, je passe Mhm. par des ETF. Mais pour les actions, non, je prends les actions directement. Et donc, moi, bah, déjà, je me limite aux actions américaines, comme on l'a dit. Mais là, il y a quand même plusieurs milliers d'actions disponibles, hein. Moi, déjà, le premier fil que j'utilise, c'est de me limiter aux 500 sociétés qui font partie de l'indice S&P 500. D'accord. Ah, Si tu veux. d'accord. C'est uniquement les sociétés qui font partie de S&P que tu regardes. Voilà, moi, c'est Ah, mon d'accord. panel uniquement, je pioche uniquement là-dedans. Alors, j'investis pas dans un ETF S&P 500. D'accord. Je regarde toutes les sociétés du S&P 500 et parmi celles-là, j'en choisis bah, quelques-unes tous les mois. Alors, bien sûr, en faisant ça, je trouverai jamais le nouveau Google ou le nouveau Facebook, hein. Je vais Mhm. jamais, quand une société rentre dans le S&P 500, elle est déjà très grosse. Donc, vous n'allez jamais vous retrouver à acheter Google il y a Du plus de 10 futur. ans. Vous aurez tout. Par contre, moi, je vise, du coup, je vise pas, je ferai jamais fois 100 ou fois 1000 sur une action, Mhm. mais c'est pas ma stratégie. Moi, je préfère gagner moins, mais de façon plus rapide, parce que là, ce genre de viser très gros, après, c'est une autre approche encore, comme on dit toujours, hein, il y a plein d'approches, hein, toutes marchent, mais il faut choisir celle qui correspond à notre mentalité. Et moi, je préfère gagner moins, mais plus rapidement, et surtout de façon plus sûre. Parce D'accord. que dans les sociétés, dans les startups, ce genre de choses, bah, il y a un plus grand risque de faillite. Alors qu'une société du S&P 500, en gros, quand vous avez une action, la seule chose qui fait que vous perdrez complètement votre investissement, c'est si la société fait faillite. Dans le S&P 500, bah, le risque zéro n'existe pas, hein, mais c'est quand même très, 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 très rare. Ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est un autre point, pas de divergence, mais c'est un point où nos stratégies sont différentes. Parce que moi, bon, je travaille beaucoup avec le risk management et dans les diversifications, en fait, ce que tu as dit, la société qui fait faillite, ça s'appelle le risque non systémique. Et donc, le risque non systémique, c'est pas c'est en fait parce qu'il y a deux types de risques. Risque systémique, c'est le risque de marché, et risque non systémique, c'est le risque de faillite, le risque d'un événement majeur au niveau d'entreprise. Donc, par contre, le risque non systémique, il est diversifiable. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu peux avoir un portefeuille en fait, même pas un portefeuille, mais vraiment une ligne qui est représentée par 20 petites portions de chacune des entreprises. Ça peut être des entreprises très risquées, mais si tu en as beaucoup dans cette ligne, ça peut être une ligne genre biotech, ok, par exemple. Hmm. Et dedans, tu peux avoir même 40 entreprises, si tu veux, mais avec des petites sommes. Et donc, ici, tu peux avoir quand même un prochain Google entre eux. Donc peut-être il y en a beaucoup qui vont faire faillite, bon beaucoup, certaines vont faire faillite, certaines vont rien faire, mais certaines vont exploser, mais vraiment de façon très importante. Et je vise justement des sociétés qui ont fort potentiel. Donc ça m'arrive assez souvent d'acheter des entreprises qui n'ont même pas de chiffre d'affaires. Et en fait, je t'ai posé aussi la question sur tes ratios fondamentaux préférés dans lesquels tu regardes surtout, parce que maintenant, tu as déterminé le scope. Donc, il s'agit des large cap, en fait, des grandes capitalisations Ouais. américaines. Et donc, cela veut dire que quels sont tes ratios que tu utilises pour sélectionner les meilleurs dans les grandes lignes? Alors, je peux vous en donner un ratio, c'est le ratio B sur M. Donc, B, c'est la book value, M, c'est la market value. Et donc, et ce qui est bien, et que par exemple, déjà de se limiter aux sociétés du S&P 500, ce qui est bien, c'est que bah, les analystes de Standard Poor's, ils font un travail, eux, en permanence, et vous, et moi aussi, on y a accès gratuitement, hein. Sur Internet, vous avez plein de sites qui vous mettent à jour la liste du S&P 500. Parce que bien sûr, pas chaque mois, mais régulièrement, il y a des sociétés qui rentrent, et des sociétés qui sortent et d'autres qui rentrent dans l'indice, hein. Donc, il faut bien avoir une liste à jour. Et pareil, le ratio B sur M, vous pouvez trouver les infos gratuitement. Donc B, c'est la book value. En fait, c'est la valeur réelle de l'entreprise, ce qu'elle possède réellement. Et M, c'est la market value. Et donc, en fait, en divisant B par M, on va comparer quelque chose qui est réel, market value, la book value, comparé à la market value. Et la market value, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. On voit par exemple Tesla. Donc Tesla, c'est une action qui a fait le yo-yo et là qui s'est envolée. Mais Tesla, le cours s'est pas envolé parce que
ils sont mis à faire de la marche sur les voitures ou ce genre de choses-là. C'est plus parce qu'il y a un emballement des investisseurs dessus. Et donc ça, c'est abstrait finalement, la market value, hein. Le cours d'une action peut très bien s'envoler, alors que la société réellement, elle n'a pas vraiment pris de valeur. Et donc, moi, j'essaye de trouver justement des sociétés qui ont un ratio B sur M qui me dit que voilà, à l'instant T, eh ben, le cours de l'action n'est pas très cher entre guillemets, par rapport à ce qu'on va acheter réellement. C'est comme si vous voyez une Ferrari par exemple dehors, et vous voyez que le prix est affiché, disons, 10 000 euros. Ben, vous savez que à ce moment-là, c'est une bonne affaire. Donc, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est de trouver des prix d'action qui sont pas chers par rapport à ce que possède réellement l'entreprise, et en espérant que, donc ça marche pas à 100% des cas, mais souvent ça se vérifie, en espérant qu'au bout d'un moment, les marchés vont se rendre compte de cela et ils vont corriger leur erreur, et du coup, à ce moment-là, nous, on revendra. D'accord. Je voulais juste avoir une petite précision parce que quand tu parles de la book value, parce que c'est la valeur, pour moi, c'est pas vraiment la valeur réelle de l'entreprise, mais surtout la valeur comptable. Donc, c'est Ouais, la valeur d'actif, en fait, ouais, sur le c'est la bilan. valeur d'actif. Mais par contre ce ratio, en fait, n'est pas applicable pour toutes les industries parce qu'il y a beaucoup de sociétés technologiques, beaucoup de sociétés qui font beaucoup de recherche et développement qui vont avoir la book value très faible. Mais par contre, leur potentiel, il est énorme. Et donc, du coup, leur market value va être énorme par rapport à leur book value. Donc, et quand tu calcules le book value, est-ce que tu tiens en compte des valeurs intangibles, tout ce qui est goodwill, valeurs intangibles, les licences, les droits, les marques et ce genre de choses, ou tu prends uniquement les hard book value un petit peu à la Benjamin Graham, en fait, qui Ouais. analysait vraiment le bilan, uniquement ce que tu peux vendre sur le marché, ce que tu peux toucher, en fait. Qu'est-ce que tu comptes, en fait? Qu'est-ce que tu prends en compte dans le book value, en fait? Ouais, c'est ça. Bah, moi, je prends en compte le maximum de choses que je peux trouver, donc les brevets, etc., etc. Mais par contre, c'est pas une méthode parfaite, hein, parce que euh, enfin, comment dire, il n'y a pas une méthode qui pourrait prendre en compte tous les projets, si tu veux. Il n'y a pas de D'accord. méthode parfaite. Donc là, c'est mes deux. Après, je peaufine. Alors, je peux pas tout dire là, bien sûr. Après, je peaufine avec d'autres filtres encore supplémentaires. Mais voilà, il n'y a pas de méthode parfaite, hein. Par contre, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, enfin, c'est ce que j'essaie de faire moi, c'est d'avoir une approche, mais de l'appliquer sur toutes les actions. Et en fait, en faisant ça, eh bien, parmi le panel S&P 500, tu auras quand même une certaine cohérence dans les actions qui ressortiront par ton propre screener, quoi, que tu auras créé. Si tu D'accord. as exactement la même approche tout le temps. D'accord. Et quels sont d'ailleurs les outils que tu utilises pour faire des screeners, pour analyser les entreprises? Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est pour ça que je la pose. Oui, oui. Alors moi, j'ai tout fait moi-même à base de fichiers Excel. Ah, d'accord. Donc, C'est du tout. coup, tu regardes les bilans toi-même et tu fais les calculs. Mhm. Ouais, je fais D'accord. les calculs moi-même, ouais, tout à fait. D'accord, ça marche. Alors, c'est pas très digeste visuellement, mais comme il n'y a que moi qui m'en sers, je m'y Ouais, mais retrouve. et toi, en plus, tu plus, es très vraiment focusé sur les 500 valeurs et je pense que dans la plupart des cas, tu connais déjà un peu les dossiers, tu connais un peu leur bilan, à force de le faire depuis 2006. Donc, j'imagine Ouais, que tu c'est connais un vrai. peu le marché américain. Et en Donc, plus, je modifie le portefeuille qu'une fois par mois. Ça veut dire qu'en fait, chaque fin de mois, donc ça me prend quelques jours, en gros, c'est la dernière semaine du mois, je fais mon mhm, analyse de mes sociétés et je le fais qu'une fois par mois. Si tu veux, je fais d'accord. pas comme c'est pas comme si je modifiais mon portefeuille toutes les semaines où là, je devrais être en permanence dessus. Là, Mhm. je fais ça qu'une fois par mois. Et si je regarde tes performances, en fait, il s'agit de performances en dollars ou tu tiens compte de conversion de devise? Non, c'est en dollars. C'est en dollars pur, ok. C'est Donc, c'est en en gros, dollars, on va ouais. dire, c'est ta devise de settlement de ton PNL, on va dire. Oui, oui, oui. Ouais, Ok. mon compte, il est en dollars. Donc, moi, mon compte, il est chez Interactive Brokers. Mais je sais que j'ai des clients, par exemple, ils ont le même portefeuille que moi, mais par exemple, ils ont un compte chez DeGiro. Chez DeGiro, les comptes sont exprimés en euros. Donc, Mhm. effectivement, ils n'ont pas forcément. Alors, des fois, ils ont une meilleure performance, des fois, une moins bonne. Mais on a fait le calcul depuis 2006. On arrive à quasiment la même performance, hein. Ouais, de toute façon, oui, de toute façon, Ça, c'est il y a cool. des périodes où tu gagnes, où tu perds. C'est très difficile de prévoir les cours de devise. Moi, personnellement, j'ai aucun avis sur le pair euro-dollar, personnellement. Donc, et donc, du coup, j'imagine, selon tes réponses, je déduis un peu la réponse à ma prochaine question. Donc, tu hedges pas, en fait, tu te protèges pas de cours de change, j'imagine. Non, non, non. Et c'est une question que j'ai très, très, très souvent. On me demande, faut-il se couvrir? Alors moi, non, j'ai fait le choix de pas me couvrir. Et justement, alors c'est mon idée à moi, mais c'est que en ne se couvrant pas, eh ben,
Parce que les gens veulent absolument se couvrir. Ils disent, moi j'habite en France, donc en zone euro, je veux me couvrir contre le taux de change. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je ne me couvre pas volontairement parce que je me dis, du coup, je suis diversifié dans deux devises. C'est-à-dire que j'ai une partie de mon argent, moi, qui est en France, hein, investi en Ouais, patrimoine en exactement. France, et l'autre partie de mon patrimoine qui est sur ce compte chez Intertrade Brokers, qui lui est en dollars. Et du coup, finalement, j'ai mon patrimoine qui est réparti sur l'euro et sur le dollar. Donc, mon patrimoine Mm, dépend de deux devises tout à qui fait. sont très fortes toutes les deux, et qui sont très sûres toutes les deux, selon moi. C'est Et un donc, edge je pense, naturel, en fait. oui, c'est ça. Et je pense que justement, en voulant se couvrir contre le taux de change, je concentrerai mon risque. Tout mon risque dépendrait de l'euro et c'est risqué parce qu'on ne sait Ouais, pas tout ce à qui va fait, se tout passer. à fait. Je suis absolument d'accord. C'est justement, je voulais avoir aussi ce commentaire. D'accord, parfait. Donc, là, on arrive à la question principale. En fait, comment tu arrives à générer surtout ces performances aussi stables et comment tu arrives à passer les crises boursières sans créer des dégâts, sans passer par les moins 40, moins 115 sur ton portefeuille. Ah ben là, du coup, autant je me hedge pas contre le taux de change. Par contre, je me hedge avec j'ai beaucoup d'obligations d'État dans mon portefeuille. Donc, je prends des obligations à long terme des États-Unis. Et par exemple, là, avant qu'on regarde ce que ça a donné sur les crises précédentes, là, je peux juste vous montrer ce graphique. Donc, en vert, c'est la courbe de mon portefeuille. En bleu, c'est le S&P 500. En rouge, c'est le CAC 40. Donc là, c'est sur toute l'année 2020. Et on voit que, en gros, j'ai la moitié de mon portefeuille qui est en obligation d'État à long terme et l'autre moitié qui est en actions, donc répartie sur diverses actions. Et on voit que grâce à ça, en février-mars, là, on voit que les courbes bleues et rouges s'effondrent. Donc, bien sûr, ma courbe verte, mon portefeuille à moi, a baissé aussi. Mais d'ailleurs, il a fini tous les mois en positif cette année, enfin en 2020. Donc, en fait, on voit que les obligations, on va regarder juste après, mais les obligations, elles avaient pris beaucoup de valeur à ce moment-là. Et du coup, elles ont vraiment amorti, elles ont compensé beaucoup de pertes, beaucoup de la perte des actions. Et par contre, quand le marché est reparti à la hausse, au printemps et au début de l'été, eh bien, elles n'ont pas vraiment freiné. Mon portefeuille est parti vraiment à la hausse. Notamment grâce à l'action Nvidia qu'on vient de D'accord. citer juste avant. Et on peut regarder. Voilà, c'est ce qui s'est passé là. Donc là, j'ai mis, ouais, c'est toute l'année 2020, donc l'année que j'appelle entre guillemets, mais je sais pas si c'est vraiment, on peut dire ça, mais l'année crise du coronavirus, ça a été vraiment, enfin tout le monde a suivi, hein, il y a eu c'est passé beaucoup de choses, beaucoup de volatilité. Donc en rouge, j'ai mis le S&P 500, et en bleu, j'ai mis la courbe, donc c'est l'ETF TLT. Donc Mhm. TLT, c'est un ETF, Ouais, je connais. tu connais, qui réplique les obligations à long terme aux États-Unis. Et on voit d'ailleurs que sur l'année 2020, le S&P 500 a gagné 16,26% et le TLT a gagné 18,3%. Et surtout, on voit bien qu'il y a eu cet effet qu'on pourrait appeler un peu effet miroir. Là, on voit en février, les deux courbes s'écartent, elles se rapprochent. Mhm. Et quand la courbe rouge s'effondre au printemps, en février-mars, la courbe bleue est montée fortement. Mhm. Et bien sûr, vers la fin de l'année, hein, ça c'est assez logique, hein, c'est pas une méthode miracle, hein, quand les actions sont remontées, les obligations, elles, ont perdu un peu de valeur et elles se sont rejointes en fin d'année. D'accord. Bon, en fait, et ici j'ai un petit peu le question challenging sur cette façon de hedger ton portefeuille. Parce qu'effectivement, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais répéter encore une fois parce que j'en parle souvent sur la chaîne, c'est que les taux sont en corrélation négative par rapport au prix d'obligation. Donc, ça veut dire quand les taux montent, l'obligation baisse. Donc, quand Viken dit qu'il achète les ETF obligataires, ça veut dire qu'il parie sur la baisse des taux quelque part. Donc, et effectivement, quand les marchés chutent, souvent les obligations américaines sont considérées comme des refuges et beaucoup d'investisseurs placent leur argent, placent leurs fonds, surtout les fonds, les hedge funds, les institutionnels vont dans les obligations américaines pour se sauver pendant la crise. Donc ça, c'est tout à fait cohérent par rapport aux réalités du marché, en tout cas sur la dernière décennie. Mais ma question principale par rapport à cette stratégie du hedging, on sait parfaitement que les marchés de taux, surtout les taux américains, sont administrés. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que le taux aussi bas, parce que aussi bas aux États-Unis, c'est grâce aux interventions de la Réserve fédérale. Je ne parle même pas de la BCE. BCE, c'est encore pire, parce que là, les taux sont négatifs Oui. uniquement à cause des interventions des banques centrales. Donc en fait, pour moi, ici, dans ta stratégie du hedging, il y a un énorme risque de cassure de cette paradigme.
Parce qu'en fait, si jamais, en fait, tu te hedges avec la réserve fédérale quelque part. Parce qu'en fait, si la réserve fédérale, pendant la crise, arrête d'acheter les obligations d'État et soutenir le marché de dette systématiquement par les différents programmes de QE qui ont été lancés après la crise de subprimes, dans ce cas-là, est-ce que tu as une stratégie du réserve pour ton portefeuille? Parce qu'évidemment, les taux vont exploser si jamais pendant la crise boursière, la réserve fédérale ne sera pas là. Je pense, sais pas mon scénario, hein. Je pense qu'il sera toujours là, mais en tout cas, il y a une probabilité comme ça. Et nous, en tant que gestionnaire du risque, gestionnaire de portefeuille, nous devons prendre en compte ce risque. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, tu vas changer ta stratégie du hedging ou tu vas quand même la garder? Oui, tout à fait. Alors non, pour l'instant, je la garde. J'envisage pas de la changer parce qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs qui font varier le prix des obligations. Alors déjà, moi, par exemple, j'achète pas les obligations en direct, hein. J'achète un ETF. Donc dans l'ETF, l'émetteur d'ETF, il achète lui beaucoup d'obligations. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Google, vous tapez par exemple DTLA. DTLA, c'est un ETF qui est émis par iShares aussi. Bon, ça marche avec les autres aussi, hein, et vous allez sur leur site de iShares, vous pouvez voir la composition. Donc, vous verrez toutes les obligations qu'ils ont dedans. Donc, moi, je préfère acheter ça déjà qu'une obligation toute seule. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, ouais, il y a plusieurs facteurs effectivement qui font varier le prix des obligations. Il y a les taux d'intérêt. Parce que, comme tu dis, si par exemple les taux d'intérêt augmentent, bah, pourquoi les obligations, elles ont leur prix a tendance à baisser? C'est parce que à ce moment-là, il y a sur le marché des nouvelles obligations avec des taux plus intéressants. Du coup, ton taux actuel qui était bas, bah, ça n'intéresse plus les gens. Du coup, ils vont la vendre et ils vont vouloir acheter les autres. C'est pour ça que ça peut faire baisser. Mais après, il y a aussi, donc ça, c'est un facteur qui est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais après, tu as aussi la loi de l'offre et la demande qui fait aussi varier le prix des obligations. Et ça, en tout cas, en cas de crise violente, je pense que ça marche toujours. Ouais. Ça marche D'accord. toujours. Donc, du coup, tu restes avec ta stratégie de hedging avec les obligations, c'est ça? Oui, j'envisage Et, pas de changer. et en fait, si par exemple une alternative de hedger ton portefeuille avec des ETF inversés ou avec des futurs, après, bon, les futurs, ça peut être un peu peut-être gros parce que les lots sont énormes, mais pourquoi tu n'envisagerais pas dans certains cas de hedger ton portefeuille avec des ETF inversés? Les ETF inversés, non, j'aime pas du tout. Parce que d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Les ETF inversés et pareil, les ETF à effet de levier, en fait, tu es soumis à ce qu'on appelle le bêta slippage. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer rapidement, mais en fait, c'est lié au mode de calcul de l'ETF. Si vous voulez, chaque jour, ils vont remettre à zéro la performance de l'ETF. Et ça fait que, ça mériterait une vidéo, hein, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale. Ça fait qu'en fait, un ETF à effet de levier ou un ETF inverse, comme tu l'as suggéré, en fait, au fil du temps, il va se décorréler de l'ETF qu'il est Oui, censé suivre. tout à fait. Ça, en fait, C'est pour ça qu'il s'appelle daily souvent, quelque chose. ouais, c'est ça, Ouais. exactement, daily, parce que ça réplique la performance quotidienne. Là, Ouais. ça paraît subtil quand on le dit, mais dans la réalité, ça décorrèle complètement. En Ouais. fait, ça marcherait, il répliquerait vraiment la performance si l'ETF, il avait que des journées positives ou que des journées négatives. Là, l'ETF inverse répliquerait. Mais comme bien sûr, la réalité, c'est pas ça, il va y avoir des journées positives, des journées négatives qui vont se suivre. Ça fait que ça va complètement. Alors, c'est pour ça que non, je me protège pas comme ça. Par contre, quelqu'un qui voudrait se protéger avec un ETF inverse, moi, je lui conseillerais pas ça. Je lui conseillerais plutôt de prendre un ETF normal, par exemple un ETF S&P 500, mais d'être short dessus. Au lieu D'accord. Ouais. d'être long sur un ETF inverse, à cause du bêta slippage, je ne vais pas lui conseiller ça. Je dirais plutôt, prends un ETF long, mais tu shortes cet ETF-là. Et là, Ouais. tu te protèges vraiment là. Moi, personnellement, j'utilise souvent les CFD ou les futurs. Mais les Ouais. futurs, c'est ça, parce qu'en fait, les lots sont très gros, donc c'est vraiment adapté si vous avez vraiment un gros portefeuille. Et en fait, le problème avec tous ces ETF inversés ou quelle que soit la façon quand on short les indices pour se couvrir, encore une fois, il faut connaître le momentum. En fait, donc, ça veut dire qu'il faut commencer à faire ça au bon moment parce que sinon, Oui, ça va bouffer la performance de portefeuille. Et en fait, dans ta stratégie, ce que j'aime bien, c'est que à long terme, même si tes ETF d'obligataires baissent sur certaines périodes à long terme, vu qu'il y a le remplacement au fur et à mesure que les obligations arrivent à l'échéance, ils vont être positifs quand même, tu vas te retrouver. tout à fait. Donc,
Donc, OK. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que tu fais des pronostics macro, en fait? Est-ce que l'analyse macro fait partie de ta stratégie ou pas du tout? Non, non. Je j'ai aucune idée de. Par exemple, alors, un très bon exemple avec ce qu'on voit à l'écran, l'année 2020. Mhm. Honnêtement, j'étais incapable de prédire qu'il y aurait cette chute-là au printemps et cette hausse-là les mois qui ont suivi. Non, non, enfin, en tout cas, moi, je préfère rester très humble. Je suis incapable de prédire ce genre de choses. Et je pense que, je veux pas dire, faut pas parler pour les autres, mais je pense que personne pouvait prédire cette année-là tout ce qui Ah, s'est passé. tu vas être critiqué par les amateurs de l'analyse technique, je suis sûr. Ah, peut-être, peut-être. En tout cas, ce que je dis, Ils c'est prétendent souvent de connaître l'avenir. oui, oui, peut-être. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que mon avis, ça engage que moi. En tout cas, moi, non, je suis. Alors, vous dites peut-être bah, comment il fait pour investir en bourse. Il Oui, dit lui-même qu'il n'est pas capable. Et en fait, parce que j'ai la moitié de mon portefeuille en actions, la moitié en obligations. Donc, effectivement, même si les obligations, elles peuvent perdre dans certaines périodes, sur le long terme, cette stratégie-là, bah, elle est quand même rentable. D'ailleurs, il y en a certains qui disent que l'analyse technique a permis de prédire les attentats de 11 septembre. Donc, ça va jusque-là, mais bon. Après, c'est juste qu'il oublie de dire que les autres indicateurs ont montré complètement l'inverse. Ouais. Donc, après, on peut toujours, en fait, avec l'analyse technique, l'avantage qu'on peut prouver n'importe quelle idée, n'importe quel moment, presque. Oui, oui, oui. Et puis c'est toujours facile de dire après coup. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire après coup, voilà, si tu regardais les moyennes mobiles ou le RSI ou peu importe l'indicateur, après coup, ils vont se dire, tu vois, l'indicateur, il a fait ça. Mais c'est toujours facile après coup d'analyser quelque chose, Ouais, de l'expliquer. mais d'ailleurs, moi, j'utilise dans ma stratégie, en fait, c'est intéressant à comparer parce que notre stratégie sont, en fait, j'aime beaucoup ta stratégie, mais elles sont différentes et c'est intéressant d'avoir ces discussions parce qu'en fait, j'ai trois piliers. C'est le macroéconomique. Moi, je fais l'analyse macroéconomique, forcément, mais je Hmm. n'essaie pas de prédire l'avenir, mais je fais l'analyse macroéconomique parce qu'elle me permet de guider mes décisions en termes en termes de choix d'action d'un côté et de l'autre stratégie quand même spéculative que j'ai parce que moi j'ai une stratégie spéculative de vente des options put parce que je suis spécialisé sur les options et donc bon je ne vais pas trop rentrer dans ma stratégie à moi parce que si ça t'intéresse tu la verras sur ma chaîne donc dans tous les cas en fait pour moi c'est quand même assez important d'avoir une vision en fait moi je prétends pas que mes projections se réalisent nécessairement. Mais en tout cas, pour moi, il faut avoir une guideline quelque part pour les semaines à venir. Donc, ça, c'est le premier pilier. Après, j'utilise largement l'analyse fondamentale, comme toi, je pense, mais je vise surtout justement d'évaluer le potentiel des entreprises et de trouver des futurs Google, Amazon. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie de ma stratégie. Mais j'utilise aussi quand même l'analyse technique pour les points d'entrée et pour ne pas acheter des actions qui sont largement dans la zone de surachat. Voilà. Bon, mais dans tous les cas, j'aimerais bien juste te poser la question quand même, parce que là, on est au début de l'année 2021. Quels sont tes secteurs de prédilection? Quel était ton sentiment avant l'année, même si tu ne le fais pas forcément l'analyse macro, mais quels sont tes secteurs préférés pour cette année, année prochaine? Bah là, je suis un peu du même avis que 2020. En 2020, j'ai eu beaucoup de sociétés technologiques. Et là, 2021, je suis toujours beaucoup investi. On est au début de l'année, mais je suis encore beaucoup investi sur les valeurs technologiques. Et je pense le rester pendant un moment. Parce que ça va un peu avec le contexte, voilà, le contexte mondial. Donc pour D'accord. l'instant, moi, 2021, je serai, je pense, en tout cas c'est le cas actuellement, et je pense que ça va l'être pendant quelques temps encore, je serai beaucoup investi sur les valeurs technologiques. Et les valeurs technologiques uniquement US ou aussi les entreprises éventuellement chinoises qui sont cotées aux États-Unis? Ou tu les ignores complètement? Parce qu'ils sont quand même, bon, ils ne font pas partie du S&P 500, donc peut-être que j'ai déjà ma réponse. Mais Voilà. donc ça veut dire, mais donc ouais, moi je pense que c'est peut-être une question qui n'était pas qui n'était pas Non, non, mais adaptée. c'est une bonne question. Et du coup, non, je me limite aux sociétés américaines. D'accord. Ok, ça marche. Ok, Weekend. Donc, et pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur la stratégie de Weekend, vous avez un lien vers le site Quanti Trading. Donc, ça, c'est le site de Weekend. Il y a aussi la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous inscrivez sur le site de Weekend, vous allez recevoir par mail sa dernière action qu'il a achetée. Voilà. Donc, Weekend, merci beaucoup d'être venu. Donc, ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur la chaîne Mind de Cash. Et j'espère qu'on fera encore d'autres vidéos ensemble. Merci à toi pour ton Allez, invitation et puis à salut, à bientôt. très bientôt. Salut. Ciao. Bye.